Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Josiane Bézard. 21 novembre 2018, devant les assises de Digne. Dans le box des accusés, Philippe Bézard. Cet homme de 65 ans écoute le président de la Cour rappeler les faits. C'était il y a 5 ans. 5 ans que Josiane, son épouse, a disparu mystérieusement sans laisser de traces. 5 ans que la police cherche le corps, en vain. Et 5 ans que Guillaume et Élodie, les 2 enfants du couple, se déchirent. L'un croit que son père est coupable, l'autre pense qu'il est innocent. Qui les jurés vont-ils croire ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. 9 janvier 2014, dans le sud-est de la France. C'est l'étonnement ce matin parmi les employés de la mairie de Manosque. Leur collègue Josiane Bézard n'est pas venue au travail. Et ça n'est pas dans ses habitudes. Sylvie, sa sœur, est elle aussi très inquiète. Depuis le début de la matinée, son téléphone bascule directement sur messagerie. Pour en avoir le cœur net, elle se précipite au domicile de Josiane. Sur place, c'est la surprise. Toutes ses affaires sont là, mais toujours aucune trace de Josiane. Sylvie alerte la gendarmerie locale. C'est le point de départ d'une enquête criminelle aux ingrédients hors du commun. Dans les Alpes de Haute-Provence, Sainte-Tulle compte à peine 3500 habitants. Une petite localité au décor typiquement provençal, nichée à 300 mètres d'altitude. C'est une commune qui est assez connue, même si elle est petite. Emmanuelle Horta, avocate des parties civiles. On peut quand même parler d'un village. Elle jouxte Manosque et Pierrevert. Il faut imaginer une commune qui est assez magnifique avec des platanes. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Des endroits ombragés où on peut prendre un petit verre de pastis ou de rosé. C'est ici que Josiane Bézard vit depuis toujours. La plupart des habitants de Sainte-Tulle la connaissent et l'apprécient. Alors Josiane, c'est une petite dame d'une 50aine d'années, sympathique. On l'a presque tous un peu déjà vue. Une mère de famille très impliquée dans sa commune. Surtout une personne connue pour être quelqu'un de très droit, de très respectueux et de très respecté aussi. Josiane est mariée avec Philippe depuis près de 20 ans. Ce technicien à la retraite est un amoureux de la nature. C'est un grand gaillard. Certains parleront même d'une bête pour dire à quel point il en impose aux autres. Bon vivant, même bien faire la cuisine. Alain Tolary, ami de Philippe. Il savait qu'à tel endroit c'était tel champignon, à tel endroit c'était tel champignon, à telle époque, telle époque. Josiane et Philippe Bézard ont 2 grands-enfants, Élodie et Guillaume. L'un comme l'autre entretiennent des liens très étroits avec leur mère. Très gentille, très attentionnée, très aimante envers ses enfants. Élodie Bézard, fille de Josiane et Philippe. Toujours là pour nous, une personne vraiment en or. Ma mère et moi, ça a toujours été une relation fusionnelle. Guillaume Bézard, fils de Josiane et Philippe. Une complicité, même caractère, mêmes idées, ça a toujours été cette complicité-là. Josiane a aussi une sœur, Sylvie, qui a 10 ans de moins qu'elle. Elles habitent juste en face l'une de l'autre. Entre elles, une complicité de chaque instant. Ma sœur, moi, je la vois tout le temps.
C'est tous les jours, ou si on ne se voit pas d'une semaine, c'est vraiment... Sylvie Amoureux-Weber, sœur de Josiane. Elle sait que dès que ça va pas, elle peut m'en parler, on parle de nos soucis, on se confie l'une à l'autre. En dehors de sa vie de famille, Josiane consacre beaucoup d'énergie à son travail. Elle est employée à la mairie de Manosque, où elle fait l'unanimité parmi ses collègues. Déjà, on est toutes les deux dans le même bureau. Sophie Cucci, amie de Josiane. Donc ça crée des liens, forcément. C'est quelqu'un de très agréable. Elle est assez enjouée, avenante, elle a l'amour du travail bien fait. Douce, à l'écoute des gens, qui dégage beaucoup de bonté. C'est quelqu'un de bon. Pourtant, même ses collègues de travail l'ont remarqué, à 57 ans, Josiane traverse une période compliquée. Après toutes ces années de vie commune, son couple est au bord de la rupture. Entre elle et Philippe, l'usure du temps a fait son œuvre. C'est un moment difficile pour elle. Parce qu'en fait, ils se retrouvent le soir, mais ils partagent plus rien. Elle dort à la mezzanine, lui il dort dans la chambre. Et ce que l'on peut dire, c'est que peut-être au fil du temps... Frédéric Monneret, avocat de la défense. La vie n'étant pas un long fleuve tranquille, il est vrai que ces relations se sont un petit peu étiolées. En ce début d'année 2014, la rupture paraît consommée. Le couple décide de ne plus vivre sous le même toit. Et Philippe s'installe dans une commune voisine. Josiane, elle, reste à Sainte-Tulle, et lui, Philippe, il habite ailleurs, à Pierrevert. C'est pas très loin, mais c'est plus déjà dans le même domicile conjugal. Une vie discrète, entourée par sa famille et par ses amis, qui l'aident à surmonter cette séparation. Ainsi va l'existence de Josiane Bézard, jusqu'au jeudi 9 janvier 2014. Ce matin-là, il est prévu, et c'est d'ailleurs ce que va faire Josiane, que la mère accompagne son fils à la gare de Manosque aux alentours de 6h du matin parce que Guillaume, le fils, il a des examens. Donc j'avais des partiels à ce moment-là. Et le matin, donc je vais au bus. C'est ma mère qui m'emmène jusqu'au bus. Ensuite, Josiane, elle doit faire le chemin à l'envers de la gare de Manosque, repasser chez elle et puis ensuite aller au travail. Josiane commence à 8h à la mairie de Manosque. Mais ce jour-là, celle que ses collègues surnomment Jo ne se présente pas à l'hôtel de ville. Et donc moi, le matin, j'arrive au bureau, je vois pas Jo arriver, c'était pas d'elle, parce que c'est toujours la première arrivée au travail. Bon, j'appelle, répondeur, j'y laisse un message, j'ai dit Jo, coucou, j'espère que tout va bien, fais-moi un petit texto ou envoie-moi un petit coup de fil pour me dire si tu viens, quoi. Au même instant, Sylvie, la sœur de l'employé municipal, vient tout juste de terminer son petit déjeuner. Et depuis sa cuisine, elle peut voir la maison de Josiane. Je prépare ma fille, on part à l'école à 8h30. Je vois sa voiture devant chez elle. Je suis inquiète, je me dis, bon, peut-être qu'elle est malade. Et là, j'envoie un message à ma sœur. Elle me répond pas. Je lui dis, tout va bien? Pas de réponse. Je vais à mon travail, je suis inquiète. Pourquoi la voiture de Josiane est-elle toujours là? Et pourquoi ne répond-elle pas au téléphone? Sylvie essaie de contacter son neveu, Guillaume, mais il est en plein examen universitaire. Je vois que ma tante m'avait appelé, m'avait envoyé des messages, donc bon, au début je me dis, bon, comment ça se fait qu'elle m'appelle? Puis bon, j'essaye de la rappeler. Et là, je lui dis, ta mère, où elle est? Elle n'est pas partie au travail ce matin. Elle est malade? Moi, directement, j'ai dit, c'est pas normal. J'ai dit, elle est censée être à Manosque, il y a un problème, va vite voir.
À la mairie aussi, on est toujours sans nouvelles de Josiane. Il est maintenant 11h du matin. Sylvie est folle d'inquiétude. Il faut qu'elle se rende au plus vite chez sa sœur. Je fonce à la maison. J'ai Guillaume au téléphone avec moi dans la voiture. Et là, j'arrive. Et là, surprise, sur qui elle tombe? Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Sur Philippe. Alors pourquoi c'est surprenant? On se doute bien que le mari peut, même s'il habite ailleurs, repasser chez Josiane, mais en général, il ne le fait pas. Sylvie ne s'attendait pas à le trouver sur place. Philippe n'est plus du tout censé habiter au domicile familial. Mais alors, que fait-il là? Lui, il va commencer à engager un peu la conversation. Il va lui dire « Tiens, qu'est-ce que tu fais là ?» Et elle va lui répondre « Et toi, qu'est-ce que tu fais là ?» C'est vrai, qu'est-ce qu'il fait là? Alors il va lui répondre qu'il est venu chercher du bois. Du bois? Sylvie n'est pas convaincue par cette explication. Elle assaille Philippe de questions. Pourquoi Josiane ne répond-elle pas au téléphone? Serait-elle souffrante? Philippe lui répond qu'il n'en sait rien. Il n'a pas mis les pieds dans la maison de la matinée. Sylvie se retrouve en fin de matinée dans la maison de Sainte-Tulle. Et avec Philippe, elle fait le tour de la maison en allant jusqu'à la cave. Il ouvre le garage. Sylvie Amoureux-Weber, sœur de Josiane. Il m'ouvre tout. Je fais toutes les pièces. Je la trouve aucune part. Sylvie ne comprend pas. Il n'y a pas la moindre trace de Josiane à l'intérieur. Alors elle décide d'aller jeter un œil dans le jardin. Et là, quelque chose finit par attirer son attention. À l'extérieur de la villa se trouve sur l'herbe, près d'un olivier, le collier de Josiane. En plein mois de janvier, Emmanuelle Horta, avocate des parties civiles. Josiane ne se baladait pas dans son jardin le matin, donc c'est un élément très inquiétant également. Machinalement, je le ramasse et je le quitte plus. Et là, je comprends qu'il s'est passé quelque chose. Car Sylvie le sait, c'est le bijou fétiche de Josiane. Difficile d'imaginer qu'elle ait pu partir sans l'emporter avec elle. Sa sœur revient ensuite inspecter la maison plus en détail. Et visiblement pour elle, il y a autre chose qui cloche. Les effets personnels de Josiane sont présents. Donc le sac à main, le téléphone, le portefeuille. Et dans son sac à main, il y a 230 €. Il y a aussi tous ses papiers d'identité. Pourquoi diable Josiane a-t-elle d'une certaine manière quitté le domicile sans prévenir? Pourquoi s'est-elle volatilisée? De plus en plus étrange. À partir de là, Sylvie n'a plus qu'une seule alternative. Moi, j'appelle les gendarmes, je les préviens. Ils prennent de suite la disparition très au sérieux. Ils me disent il ne faut plus rien toucher dans la maison, on arrive. « 9 janvier 2014. Voilà plus de 5 heures que l'on est sans nouvelles de Josiane Bézard. À l'arrivée de la gendarmerie, toute sa famille est réunie dans la maison de Sainte-Tulle. Pour Élodie et Guillaume, ses deux enfants, c'est l'incompréhension. Donc je suis venue de suite. Élodie Bézard, fille de Josiane et Philippe. Et là, j'ai vu les gendarmes et tout. Clairement, c'était de plus en plus effrayant pour nous. Guillaume Bézard, fils de Josiane et Philippe. On comprenait qu'il se passait quelque chose. Je monte avec les gendarmes, ils m'interrogent, ils interrogent Philippe. Philippe est étonné. Il n'a, dit-il, aucune idée de l'endroit où sa femme pourrait se trouver. Alors les gendarmes procèdent à une fouille des lieux, à la recherche d'un éventuel indice. Et après, jusqu'à 23h30, on reste dans la maison. Il y a les experts, ils cherchent et on ne trouve rien.
Au terme, finalement, de cette visite, Frédéric Monneret, avocat de la défense. il est apparu qu'il n'y avait aucun désordre, aucune trace de lutte, aucune trace de sang dans la maison. Rien en tout cas qui puisse éclairer les enquêteurs sur cette mystérieuse disparition. La famille, elle, espère encore que Josiane va réapparaître. Mais le lendemain matin, 10 janvier, toujours aucune nouvelle. Après 24 heures d'angoisse, ses proches envisagent déjà tous les scénarios. J'arrivais plus à dormir, on partait avec mon mari, on mangeait plus, on pensait qu'elle allait avoir froid. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a peut-être été enlevée, elle est peut-être séquestrée. Donc on a fait des battues, on a cherché dans les collines, des endroits comme des cabanes, des abris de chasse, etc. Les premières recherches, organisées par la famille et par la gendarmerie, ne donnent rien. L'entourage de Josiane est donc convoqué par les enquêteurs qui veulent en savoir plus sur ses habitudes. C'est là que sa sœur Sylvie se souvient d'un détail auquel elle n'avait pas prêté attention sur le moment. Il est 7h40, précisément, ce fameux matin du 9 janvier. Elle voit, depuis sa fenêtre, Philippe quitter le domicile de Sainte-Tulle. J'entends sa voiture qui part à lui. Je vois les feux arrière qui quittent le domicile. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Curieusement, la voiture de Josiane, elle, n'a jamais quitté sa maison de Sainte-Tulle. Les enquêteurs ont des raisons d'être perplexes, d'autant que tous les témoins sont unanimes. Le couple qu'elle forme avec Philippe est maintenant séparé. Dans ce cas, que faisait-il chez elle ce matin-là? Il faut quand même avoir en arrière-plan le fait que c'est un couple qui se déchire. Le climat qui règne au sein de cette famille est complètement délétère. Il y a eu le moment où elle a dit « Voilà, moi je veux divorcer ». Et là, par contre, ça a commencé à monter en tension. Un projet de divorce et ces disputes qui s'enveniment entre Josiane et Philippe Bézard. Logiquement, le mari de la disparue est convoqué comme témoin. Les gendarmes veulent tout d'abord examiner ses appels téléphoniques pour retracer ses déplacements. Mais d'emblée, Philippe leur indique avoir oublié son portable chez lui durant cette journée du 9 janvier. On sait que le père, il ne se sépare jamais de son téléphone. Et voilà une bizarrerie. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Comme par enchantement, le jour où sa femme disparaît, hop, il a laissé son téléphone chez lui, à Pierrevert. Alors qu'il a pour habitude d'être en communication avec ses proches et ses amis de manière assez rapide, par SMS ou par coup de fil. Ce jour-là, rien. Le mari aurait-il laissé délibérément son portable chez lui pour ne pas être géolocalisé? Le résultat est là. Impossible de localiser ses déplacements par bornage téléphonique le jour de la disparition. Les enquêteurs n'ont plus qu'une solution, l'interroger sur son emploi du temps. On va lui demander, est-ce qu'effectivement, vous êtes passé au domicile de votre ex, entre guillemets, comme l'affirme ou comme l'a vu la sœur de la disparue? Celui-ci indique qu'il s'est levé tôt le matin, conformément à ses habitudes. Il indique également qu'il est parti aux champignons. Emmanuelle Horta, avocate des parties civiles. Ce qui est curieux, parce qu'en cette période, et dans la zone dans laquelle il indique s'être trouvé, les champignons ne poussent pas. Pour vérifier cet alibi, les gendarmes interrogent les voisins de Philippe. Personne ce jour-là ne l'a vu partir à la cueillette aux champignons. En revanche, certains l'ont aperçu en train de nettoyer son véhicule.
Et c'est étonnant, pourquoi c'est étonnant? Pourquoi c'est presque invraisemblable? C'est que tous les gens qui connaissent ce technicien disent « Ah oui, Philippe, il lave jamais sa voiture ». Pourquoi, à ce moment-là, est-il passé précisément laver cette voiture? Et cette preuve, c'est peut-être dans la voiture de Philippe qu'elle pourrait se trouver. La police scientifique est réquisitionnée. Les enquêteurs passent tout le véhicule au peigne fin. Et ce qu'ils y découvrent achève de les convaincre qu'ils sont sur la bonne piste. Les enquêteurs vont effectuer des prélèvements à plusieurs reprises. Et de l'ADN est retrouvé dans la voiture de Philippe et correspond à l'ADN d'une femme. Autre élément, c'est une micro-tache, trace de sang de Josiane au niveau du tapis de sol. Il trouve de l'ADN correspondant à Josiane sur une quantité microscopique. Ce sang appartenant à Josiane n'est pas en quantité suffisante pour constituer une preuve. Reste que pour les enquêteurs, tous les soupçons convergent à présent vers Philippe Bézard. Le mari, qui n'a aucun alibi le jour de sa disparition, leur cacherait-il quelque chose? Un couple à la dérive, des interrogations qui s'accumulent, mais toujours aucun élément matériel. Alors pour essayer d'avancer, les gendarmes perquisitionnent entièrement le domicile de Josiane. Et c'est là qu'ils tombent sur un nouvel indice. Un document qui pourrait tout changer. Les enquêteurs ont trouvé dans le bureau de Josiane une lettre. Frédéric Monneret, avocat de la défense. Une lettre d'amour qui commençait par « Ma princesse » et qui se terminait par « Je t'aime ». Et ce courrier, on va le montrer, on va le faire analyser. Une lettre adressée à Josiane. Au terme des analyses graphologiques, les experts le confirment, il ne s'agit pas de l'écriture de Philippe, mais de celle d'un autre homme. Cette lettre est signée d'un ami proche de la famille Bézard, un certain Patrick. Il est garagiste à Manosque et surtout, il est très épris de Josiane. Patrick, je le connais depuis bien longtemps. Sylvie Amoureux-Weber, sœur de Josiane. Je savais qu'elle lui parlait, que c'était devenu son confident. C'était un peu le tonton Patrick, quoi. C'était... Guillaume Bézard, fils de Josiane et Philippe. Voilà, ça a toujours été quelqu'un qui était dans l'entourage familial. Mais il y a plus étonnant encore. Les enquêteurs comprennent que ce Patrick n'est autre que le meilleur ami de Philippe, le mari. Et d'après les témoins, les sentiments entre Patrick et Josiane sont parfaitement réciproques. Ça se voit comme il la regarde, enfin je veux dire, il a l'air aux petits soins, quoi. Sophie Cucci, amie de Josiane. Il la regarde comme une personne qu'on adore. Et Josiane, c'est pareil. Hein. Tout ceci permettait avec certitude de considérer que Patrick était l'amant de Josiane. Il y a un petit souci, c'est que Patrick, lorsqu'il a été interrogé par les gendarmes, a toujours dit qu'il était l'épaule, le confident, le bon ami de Josiane. Mais en aucun cas, il n'a reconnu le fait qu'il soit un amant. Le fameux Patrick est convoqué par les gendarmes. Car en épluchant les relevés téléphoniques de la disparue, ils ont fait une nouvelle découverte. Le matin même de sa disparition, Josiane a envoyé plusieurs messages par SMS à son amant. Naturellement, les gendarmes vont demander à Patrick il était au courant, il avait reçu ces textos. Et là, boum,
surprise, Patrick ne retrouve pas ses textos sur son téléphone. Quel besoin avait eu Patrick d'effacer ces messages, puisque l'examen du téléphone de Patrick démontre que les 3 SMS adressés par Josiane ont été effacés. Face aux enquêteurs, l'amant peine à se justifier. Et ce n'est pas tout. Après l'envoi de ces SMS, le téléphone de Josiane a borné à proximité du garage de Patrick. Et pas n'importe quand, juste avant sa disparition. Ce qui a été établi par l'enquête, c'est que celle-ci s'est vraisemblablement rendue auprès de son amant. C'est établi par la téléphonie. D'une manière ou d'une autre, Patrick, lui... Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Il a vu Josiane le matin en question, avant que Josiane ne disparaisse. Ces messages effacés et ce rendez-vous secret, au lever du jour, les enquêteurs sont stupéfaits. Patrick serait-il la toute dernière personne à avoir vu Josiane? Le garagiste aurait-il quelque chose à cacher? En tout cas, Patrick n'a pas dit toute la vérité aux gendarmes. Et ça donne à ce moment-là un tout autre relief à ce dossier. En clair, il n'y a pas que le mari, il y a aussi l'amant. Serait-il arrivé quelque chose à Josiane lors de ce rendez-vous si matinal avec Patrick? Du côté des enquêteurs, c'est maintenant un scénario tout à fait plausible. Pourtant, personne ne peut croire à une telle éventualité. Patrick n'avait aucune raison d'en vouloir à Josiane. Bien au contraire. Pour sa sœur Sylvie, il n'y a qu'elle qui comptait à ses yeux. Patrick m'avoue qu'il a toujours aimé secrètement. Et c'est qu'à la fin, quand il voit que ça va mal entre eux, qu'elle est malheureuse, qu'il lui avoue qu'il a toujours aimé. Elle est bien avec Patrick. Elle envisage, une fois le divorce fait, peut-être de se construire une vie avec lui. Ma mère était enfin libre. Ça allait dans le sens qu'il avait toujours espéré depuis des années. Donc quel intérêt, lui, il aurait eu à ce que ma mère disparaisse? Josiane voulait refaire sa vie avec Patrick. Celui-ci n'avait donc aucune raison de s'en prendre à elle. Dès lors, la piste de l'amant est mise de côté. Les gendarmes se tournent à nouveau vers celle du mari. Et pour cause, Philippe, lui, vivait très mal la perspective de cette séparation. Et il espionnait ma mère. Voilà, il voulait savoir à qui elle téléphonait, quand, pourquoi. Enfin, il voulait vraiment avoir un contrôle sur elle. Et il a vu que tous les matins, en fait... Élodie Bézard, fille de Josiane et Philippe. Ma mère appelait donc le meilleur ami de mon père. La jalousie comme toile de fond. Pour les enquêteurs, un possible mobile commence à se dessiner. D'autant qu'à force de surveiller sa femme, Philippe a fini par découvrir cette relation adultère. Et d'après son entourage, il en était dévasté. Sa femme avec son meilleur ami, j'avais vraiment de la peine pour lui. Je savais pas quoi dire, je savais pas quoi faire. Pour lui, c'était inconcevable de passer pour le cocu du village. Ainsi, Philippe, le mari trompé, vivait tout cela comme une terrible humiliation. Les gendarmes commencent à y voir un peu plus clair. La procédure de divorce entamée par Josiane aurait-elle servi d'élément déclencheur? Un coup, il devenait méchant, puis après, il disait « oui, mais je t'aime ». Et quand il a vu qu'elle commençait à faire des démarches, là, par contre, ça a commencé à devenir beaucoup plus violent.
Un jour, on devait aller à une foire à Saint-Martin-les-Eaux, un petit village à côté. Elle devait nous rejoindre. Elle m'appelle en me disant « Écoute, je peux pas venir, il faut que j'aille au commissariat. Philippe a été violent, il faut que j'aille déposer une main courante. » Une femme qui se volatilise du jour au lendemain, un mari décrit comme à la fois violent et possessif, cette mystérieuse affaire présente tous les ingrédients d'un drame passionnel. Pour les gendarmes, l'enquête avance à grands pas. Un faisceau d'indices, mais toujours aucune preuve tangible à l'horizon. Ils décident alors de fouiller dans la vie de ce couple et ils découvrent un événement pour le moins troublant. C'était 3 semaines à peine avant la disparition de Josiane. Au travail, elle m'appelle, elle me dit il a brûlé la voiture. Sylvie Amoureux-Weber, sœur de Josiane. Donc je quitte mon travail, je retourne la voir. Elle est dans sa maison, il s'est fait arrêter. Et au bout d'un moment, il a dit oui, c'est moi qui ai brûlé le 4x4 et alors ? Guillaume Bézard, fils de Josiane et Philippe. J'en ai rien à foutre, c'est ma voiture, je fais ce que je veux avec. Le jour des faits, Philippe se trouve dans un état second. Il est aussitôt examiné par les médecins qui relèvent une extrême fragilité de son état psychologique. Et c'est là que Josiane doit faire face à un choix très douloureux. C'est les psychologues qui lui disent de le faire interner, qu'il faut qu'elle fasse vraiment les démarches parce qu'il devient violent, il peut être nocif. Elle m'a dit que c'était pour lui, pour son bien. Et du jour au lendemain, se retrouver dans un hôpital psychiatrique, qu'il n'a jamais pris un médicament, rien, c'est vrai que c'était assez compliqué pour lui. Mais seulement 11 jours plus tard, retournement de situation. Philippe est libéré sur décision médicale. Son psychiatre estime que son état s'est amélioré et qu'il ne nécessite plus d'hospitalisation. Moi, directement, j'ai appelé le psychiatre qui était en charge de son dossier et je lui ai dit, mais vous le laissez sortir, c'est n'importe quoi. Il va se passer quelque chose, à coup sûr. Mais c'est clair que de toute façon, elle se sentait menacée. Sophie Cucci, amie de Josiane. Et même nous, toutes au sein du service, on voyait bien que Josiane n'était pas bien, qu'elle était... elle disait qu'elle n'était pas tranquille, qu'elle était morte de trouille. Philippe est tellement aveuglé par la jalousie que l'entourage de Josiane redoute que la situation dégénère. Sa famille et ses amis la supplient même d'alerter une bonne fois pour toutes les forces de l'ordre. Je lui ai dit, il faut que tu ailles voir le commissariat, que tu portes plainte. À un moment donné, c'est plus des mains courantes, quoi. Il faut qu'ils prennent ton cas au sérieux, parce que il faut qu'ils fassent quelque chose. On voyait que ça montait crescendo dans les attaques qui menaient contre ma mère. Et forcément, c'est quelque chose de logique. Ma mère, elle n'a pas pu disparaître comme ça, sans laisser de traces, sans rien du tout. Gendarmerie de Manosque, 16 janvier 2014. Une semaine s'est écoulée depuis la disparition de Josiane Bézard. Son mari, Philippe, se trouve désormais au cœur des investigations. Les enquêteurs se penchent sur sa personnalité. Philippe, c'est quelqu'un de très froid. Il a 2 personnalités. Il a un côté où il peut être très gentil, mais après, il a un côté très méchant. Quelqu'un qui aimait rabaisser les gens, qui était méprisant, colérique. Donc il y avait vraiment 2 visages, un qui montrait au grand public et un qui ne montrait jamais, ou bien à la famille. Face aux gendarmes, la famille de Josiane semble unanime. Philippe ne serait pas le genre de personnage à supporter la contradiction, en particulier lorsqu'il s'agit de son épouse. Dès qu'on n'est pas d'accord avec lui, il se met en rage. Tout lui appartient. Il veut surtout pas qu'on lui enlève quoi que ce soit. Josiane, c'est sa chose. C'est
c'était sa propriété. Clairement, c'était sa propriété et elle n'avait pas demandé le divorce. Des menaces à peine voilées, un climat devenu irrespirable et toujours aucune trace de Josiane. Pour les enquêteurs, la piste criminelle se précise. Il sous-entend qu'il va lui arriver quelque chose de mauvais, qu'il lui prépare un sale coup. C'est lui qui est dépressif et qui a été interné. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Et qui est donc susceptible, dans un accès de folie, de passer à l'acte et de commettre l'irréparable. Donc, Philippe fait figure de suspect numéro 1. Mais il manque des preuves irréfutables et les enquêteurs sont dans l'impossibilité de le confondre. Même si, en fouillant dans la vie du couple, une nouvelle surprise les attend. Philippe aurait-il eu d'autres raisons de se débarrasser de sa femme? Et puis, il y a peut-être un mobile un peu moins romanesque, moins romantique, plus terre-à-terre. La maison appartenait simplement à Josiane. Emmanuelle Horta, avocate des parties civiles. Par contre, en cas de décès de son épouse, celui-ci pouvait jouir de cette maison jusqu'à ce que lui-même décède. Et ça, c'est un mobile possible, plausible, à son implication éventuelle dans la disparition de sa femme. Un crime qui serait à la fois passionnel et crapuleux. Dès lors, pour la famille de Josiane, le scénario paraît entendu. Philippe avait 2 bonnes raisons de la faire disparaître. Guillaume, son propre fils, en est convaincu. Ça a été une certitude pour nous, directement quand ça s'est produit, comme tout le reste de la famille, on savait que c'était lui. Voilà, connaissant le personnage, je vois pas... Il a jamais cherché. Il s'est jamais intéressé dans les recherches. Non, il me semble que non, quand on perd quelqu'un, on le cherche, on s'inquiète. Lui, il a jamais cherché. Jamais. 17 février 2014. 5 semaines après la disparition de sa femme, Philippe Bézard est placé en garde à vue. Pour les enquêteurs, il est maintenant le seul et unique suspect. Aurait-il éliminé Josiane pour l'empêcher de refaire sa vie avec son amant? Naturellement, les gendarmes vont creuser cette piste qui pourrait presque tout expliquer. D'autant plus que Philippe était au courant de cette liaison. Philippe est dans le collimateur des gendarmes et des enquêteurs qui se posent une question qui est légitime. Frédéric Monneret, avocat de la défense. Pourquoi s'est-il acharné contre la voiture de sa femme en lui mettant le feu et en indiquant la haine qu'il pouvait avoir à l'égard de celle-ci? Et dès lors, on se dit que s'il y en avait bien un qui avait un mobile pour pouvoir passer à l'acte, ce serait lui. Face aux questions, le suspect nie catégoriquement toute implication dans cette histoire. Les enquêteurs sont de plus en plus perplexes. Pourquoi Philippe Bézard est-il incapable de donner la moindre explication quant à la disparition de Josiane? La justice décide cependant de mettre le suspect en examen pour meurtre et de l'incarcérer à la prison des Baumettes à Marseille. Mais les enquêteurs le savent, pour faire toute la lumière sur cette histoire, ils doivent impérativement retrouver le corps de Josiane. Philippe, son mari, l'aurait-il dissimulé quelque part? En clair, on peut estimer qu'il avait tout loisir, lui qui connaissait si bien la région, de trouver un endroit extrêmement reculé où on peut entreposer un cadavre et où personne ne retrouvera Josiane. Les investigations ont été faites, elles ont été nombreuses. A-t-on exploré chaque centimètre carré? On n'en est jamais certain. Alors que Josiane reste introuvable, Philippe Bézard, lui, clame toujours son innocence.
Alain, son ami de longue date, ne croit pas à la thèse du meurtre. Car pour lui, Philippe n'a pas du tout le profil d'un criminel. Moi, je ne l'ai jamais vu lever la main sur quelqu'un. Je ne l'ai jamais vu même faire le geste. Vous voyez ce que je veux dire? Alain Tolary, ami de Philippe. Vis-à-vis de Josiane, je ne l'ai jamais vu ni mettre une claque, ni la pousser, ni un acte violent, vous voyez? Qui puisse la faire disparaître si facilement que personne ne la retrouve. En 4 heures, on fait un trou, on tire quelqu'un. C'est pratiquement impossible. L'ami de Philippe n'est pas le seul à s'interroger. Au sein même de la famille Bézard, des divergences de vues vont apparaître au fil des semaines, et tout particulièrement entre les 2 enfants du couple. D'un côté, Guillaume, lui, il pense que Philippe a tué Josiane, et il s'est débarrassé du corps. Et puis de l'autre, il y a Élodie, la fille, qui elle, au fur et à mesure de l'enquête, ne dépeint plus son père de la même manière. En ayant connaissance du dossier, on commence à réfléchir, à se poser des questions. Élodie Bézard, fille de Josiane et Philippe. Et puis après, avec tout ça, je me suis dit, mais s'il était innocent, donc je gardais toujours une part de doute. Pour la jeune Élodie, peu importe les soupçons qui pèsent sur lui. Malgré toute sa détresse, elle est certaine d'une seule chose. Son père serait incapable de commettre un tel acte. Moi, je pensais qu'il allait faire une bêtise avec la maison, un truc comme ça, mais jamais faire du mal à ma mère. Ça, je le ressens, je le vois à travers ses yeux, je vois sa tristesse. Et en plus, les Baumettes, c'est une prison vraiment très dure. Pas d'eau chaude, des cafards dans les cellules, vraiment des conditions atroces. Ainsi, tout au long de l'instruction, Élodie reste d'une fidélité absolue à son père. Et tant pis si la famille vole en éclats. Il m'a dit, tu penses ce que tu veux, il n'a jamais essayé de me convaincre ou de me dire quoi que ce soit en sa faveur. C'est moi toute seule qui suis allée le voir. C'est des moments vraiment, vraiment très, très durs de vivre ça. Donc quand je sors du parloir, mon père se met à pleurer. Quand je rentre, il a les larmes aux yeux, il toque sur la vitre, je le vois derrière. Élodie, mais aussi Alain, l'ami de Philippe, en sont persuadés. On se dirige tout droit vers une erreur judiciaire. Oui, je pense qu'il y a un acharnement contre Philippe. On veut trouver un bouc émissaire, le parfait coupable. Ça, j'en suis persuadé. Pourquoi ils s'acharnent autant? Pourquoi ils ont tant de haine? Il est déjà en prison. On continue à dire j'espère qu'il prendra perpétuité, j'espère qu'il finira sa vie en prison. Milieu de l'été 2015, dans les Alpes de Haute-Provence. Alors que la famille Bézard se déchire, voilà presque 1 an et demi que l'enquête fait du surplace. C'est alors qu'un nouveau rebondissement relance l'affaire. Plusieurs mois après la disparition de Josiane, Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Patrick, l'amant, se pend. Moi, je veux pas le croire. Je l'appelle après sur son portable. Sylvie Amoureux-Weber, sœur de Josiane. Je veux qu'il me réponde. Parce que Patrick, on s'était rapprochés. C'était quelqu'un de bon. Moi, le dernier message qu'il m'a laissé, il me disait « J'en peux plus, elle me manque trop. » Et moi, je l'aimais. Sophie Cucci, amie de Josiane. Et voilà, je peux plus vivre sans elle, quoi. Je peux plus. Voilà le message. Les proches de Josiane sont anéantis. Pour eux, ce geste porte la signature d'un homme désespéré. Patrick n'aurait pas supporté que son meilleur ami, Philippe,
puisse s'en prendre à la femme qu'il aimait. Et il disait toujours, j'ai été le roi des cons. J'ai pas vu comme il était, j'ai pas pu sauver ta sœur, Pour lui, en quelque sorte, Guillaume Bézard, fils de Josiane et Philippe. il était responsable parce qu'il n'avait pas su la protéger. Et ça, il n'arrivait pas à vivre avec. C'est vrai, il me disait, je veux la rejoindre. Je lui disais, mais arrête. Il est allé la rejoindre. Pour la défense de Philippe, au contraire, ce suicide revêt une toute autre signification. Et si c'était Patrick, l'amant de Josiane, qui avait quelque chose à se reprocher? On peut aussi formuler l'hypothèse que c'est peut-être un suicide qui a trait au remords. Frédéric Monneret, avocat de la défense. Mais moi, je pourrais dire que c'est peut-être un remords par rapport, finalement, à un rôle l'impliquant dans cette disparition. Et la piste de l'amant n'est pas à négliger parce que, encore une fois, on se trouve dans la configuration un peu étrange d'un amant qui vraisemblablement n'a pas dit toute la vérité. À vous de choisir entre le mari, j'allais dire, et l'amant. Une personne décédée ne pouvant être poursuivie, cette piste est définitivement close. Pourtant, l'ombre de l'amant ne cessera de planer sur cette affaire durant les 4 années d'instruction. Alors, Patrick était-il, oui ou non, impliqué dans la disparition de Josiane? Quant à Philippe, son mari, parviendra-t-il à convaincre la justice de son innocence? Pour la famille de Josiane, en tout cas, pour ses amis, beaucoup trop de questions restent sans réponse. Tant que l'on n'a pas découvert son corps, impossible de tourner la page. Il se passait pas une journée sans que j'y pense. Déjà de par le bureau physiquement qui était vide. Et puis voilà, des fois, j'étais sur ma terrasse, je regardais le ciel, je me disais, Jo, t'es où quoi? Enfin, voilà quoi, ce serait bien qu'on la retrouve. J'aimerais qu'ils disent ce qu'il lui a fait, qu'on sache ce qui lui est arrivé, qu'on puisse la retrouver, qu'on puisse faire notre deuil, qu'elle puisse être enterrée dignement. « 12 janvier 2018, soit 4 ans après la disparition de Josiane Bézard. Malgré l'absence de corps, la justice ordonne le renvoi en cour d'assises de Philippe, son mari, pour assassinat. Mais pour autant, sa ligne de défense n'a jamais varié, il est innocent. Dans ce dossier, on a une construction hypothétique de culpabilité à partir d'un élément, à savoir que Bézard serait particulièrement dangereux parce qu'il avait été hospitalisé en psychiatrie, qu'il serait violent. On a utilisé des chiens, un hélicoptère. Force est de constater qu'on n'a aucune trace de la disparition de Josiane et qu'on n'a trouvé aucun indice permettant de relier cette disparition à Philippe. Évidemment, aux assises, il y aura un élément déterminant que tous les chroniqueurs judiciaires savent bien. Pas de corps, pas d'aveu, et en général, une possibilité d'acquittement. Condamnation ou acquittement? Ce procès très attendu se jouera à quitte ou double. Face à toute la famille de Josiane, Philippe Bézard sera bien seul dans le box des accusés. Il ne pourra compter que sur le soutien d'Élodie, sa fille. La situation dans laquelle elle est, elle l'a choisie. L'a-t-elle choisie délibérément? Emmanuelle Horta, avocate des parties civiles. Nous n'en sommes pas certains. L'a-t-elle choisie parce qu'elle est fragile et peut-être influençable? Et on peut se demander si cet homme n'a pas tenté de renouer avec sa fille Élodie dans la perspective du procès
pour avoir un allié dans la place, un allié de choix, sa propre fille, qui va dire à la barre « Mon père est innocent ». Mais il est un autre élément qui pourrait profiter à l'accusé. C'est bien évidemment l'absence de Patrick, l'amant de sa femme, qui a mis fin à ses jours durant l'été 2015. C'est normal que dans un dossier de cette nature, on s'intéresse au mari. Mais je crois qu'avec la même force, on aurait dû, et avec le même intérêt, s'intéresser à l'amant. L'amant, qui s'est pendu et qui a eu des explications un peu évasives le matin même de la disparition de celle qu'il aimait. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. On peut toujours éternellement se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il savait, où il était. Un procès où la défense de Philippe Bézard misera tout sur l'extrême fragilité de l'accusation. En attendant, Guillaume et Élodie, ses enfants, défendent chacun des positions irréconciliables. Et on va donc arriver aux assises avec une configuration tout à fait extraordinaire. Les deux enfants se déchirent, ou du moins abordent des points de vue complètement différents. Je ne lui pardonnerai jamais. À cause de lui, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma sœur. Je trouve que ça fait beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Il a détruit notre famille. À cause de lui, Patrick s'est suicidé. C'est impardonnable. Et moi, du coup, j'ai quand même tout perdu. Donc, j'ai plus ma maman, j'ai plus mon papa, mon frère, il me laisse tomber. Et je me retrouve sans plus de famille. Moi, je crois en la justice. Et je me dis, on peut pas laisser quelqu'un d'innocent en prison. Oui, je l'abandonnerai jamais. Il me reste plus que lui. Je l'abandonnerai pas. Digne-les-Bains, cour d'assises des Alpes de Haute-Provence, 23 novembre 2018. Philippe Bézard est seul dans le box des accusés. Dans la salle, sa famille réunie au grand complet. Pour sa fille, Élodie, c'est enfin l'heure de vérité. Elle ne peut imaginer que son père puisse être condamné. Vraiment très stressée, vraiment pas bien. Ça fait 3 jours que je mange pas, que je dors pas. Ça serait une double peine. J'ai perdu ma maman, je perds mon père. J'aimerais beaucoup parler comme mon frère, même s'il a pas dit des choses positives sur mon père. Mon frère, c'est une personne à qui je tiens beaucoup, qui me manque énormément. Parce que c'est mon frère. Près de 5 ans après la disparition de Josiane, sa femme, Philippe clame plus que jamais son innocence. Pas de cadavre, pas d'aveu, aucune preuve matérielle. Son avocat est certain qu'une autre vérité surgira des débats. Au bout de quelques 5 années de détention provisoire aujourd'hui, Philippe Bézard attend d'être jugé dans la sérénité. Frédéric Monneret, avocat de la défense. Avec un jugement qui tienne compte de toutes les réalités objectives de ce dossier et qui puisse déboucher sur une décision d'acquittement. Dans le camp adverse, l'avocate des parties civiles n'est pas du même avis. Pour elle, au contraire, l'hypothèse d'un acquittement de Philippe serait tout simplement inconcevable. Sa culpabilité ne fait aucun doute. Il ne cesse de passer à côté d'explications convenables et cohérentes. Emmanuelle Horta, avocate des parties civiles. Il se contente toujours de réponses à l'à peu près. Je pense qu'il fuit sincèrement sa culpabilité qui est une évidence énorme. L'attente ultime serait qu'il nous dise où elle est, qu'on puisse l'enterrer, faire une cérémonie. Mais l'attente première est qu'il soit condamné. Et lourdement. Après 3 jours d'audience, le verdict tombe. Philippe Bézard est condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour assassinat. Les jurés ont balayé tous les arguments de la défense.
Une décision non seulement confirmée en appel le 1er octobre 2020, mais assortie en plus d'une peine de sûreté des 2/3. Pour sa fille, Élodie, c'est évidemment le choc. Mais pour le reste de la famille de Josiane, cette sentence sonne comme un immense soulagement. On est totalement satisfait. Bon, c'est ce qu'on attendait. On espérait de la justice fasse son travail, quoi. Enfin, elle avait fait son travail. Guillaume Bézard, fils de Josiane et Philippe. Mais qu'elle nous rende justice, qu'elle rende justice aussi à ma mère. Je tiens à remercier la justice, j'ai toujours eu confiance en elle. Je remercie tout court qui a eu confiance, qui a vu la personne que c'était. Sylvie Amoureux-Weber, sœur de Josiane. J'ai tout donné pour sauver ma sœur, pour que ses enfants s'en sortent. On a réussi. J'ai toujours parlé avec mon cœur. Voilà, ma sœur, c'était tout. Je serais fière de sa petite sœur. Merci à vous. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.